Bonjour à toutes et à tous pour cette webconférence, les clés pour la chaîne du froid des vaccins contre la Covid-19. Avant de commencer, quelques petits détails techniques concernant l'interaction entre les participants et puis les conférenciers. Il ne sera pas possible de prendre la parole compte tenu de la durée du webinaire. Par contre, vous disposez d'une fonctionnalité qui s'appelle Converser ou Chat, qui vous permettra d'écrire vos questions. À l'issue de ce webinaire, quelques questions seront posées en fonction du temps qui nous restera. Et pour toutes les autres questions, nous ferons une réponse écrite sous la forme d'une FAQ. Nous allons donc démarrer ce webinaire et je vais laisser tout de suite la parole donc à Gérald Cavalier. Nous aurons une intervention ensuite technique de Monsieur Arnaud, de Monsieur De Paoli, de Monsieur Vanson sur un certain nombre de thématiques liées à la chaîne du froid des vaccins. Ensuite, nous aurons donc une intervention de Gérald Cavalier, de Gilles Labranc, de moi-même et de Martine Gélin pour vous décrire à la fois les notes techniques et puis les conditions particulières associées à la chaîne du froid des vaccins. Et puis Didier Coulon fera une conclusion du webinaire et puis nous aurons une session d'échange, comme je l'ai dit, sur la base des questions écrites que vous aurez pu transmettre lors de ces présentations. Gérald, si tu veux bien prendre la parole et allumer ta caméra, s'il te plaît. Il faut que tu me donnes le droit d'allumer ma caméra. C'est toi qui m'as coupé la caméra. Voilà. Bien, bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire et merci de votre participation. Il est traditionnellement d'usage dans les manifestations d'indiquer le nombre de participants suivant la police et suivant les manifestants. Alors, suivant LinkedIn, nous sommes 349, suivant les inscriptions sur Zoom, 130, quelque part un peu moins avec les connexions, mais nous approchons de ce chiffre. C'est un indicateur important et nous avons des inscrits de plus de 14 pays à cet événement. Donc, bienvenue où que vous soyez dans le monde. L'AFF a cette mission de traiter du froid dans les pays francophones et c'est un plaisir de vous accueillir, que vous soyez sur le continent européen, en Afrique pour certains, et plus loin pour d'autres, comme j'ai pu le voir dans la liste des inscriptions. L'AFF travaille depuis plus d'un siècle sur la chaîne du froid des produits de santé. La commission Froid Santé, qui organise régulièrement les journées Froid Santé depuis une quinzaine d'années, est la digne successrice de la commission Hygiène et Santé du siècle dernier et qui a accompagné le développement des vaccins, en particulier après la Première Guerre mondiale. Depuis un peu plus de 3 mois, le froid dont on ne parle quasiment jamais dans la presse est à la première page de l'actualité quasiment tous les jours du fait de la campagne de vaccination pour la Covid-19, ce défi mondial pour l'ensemble des pays. Et c'est avec naturel que nous avons mis en place au sein de la commission Froid Santé de l'AFF un groupe de travail sur la chaîne du froid des vaccins de la Covid-19 pour accompagner, comme nous le faisons depuis un peu plus d'un siècle, les acteurs du froid, les utilisateurs du froid, mais au premier rang desquels le ministère de la Santé et les autorités françaises, les ARS, dont certaines participent aujourd'hui, les hôpitaux et tout le monde de la santé qui a fait de gros efforts depuis le début de cette pandémie et que je salue. Et l'objectif de ce séminaire est de vous rendre compte des avancées des travaux de ce groupe qui réunit des professionnels de la santé, de l'hôpital, des laboratoires pharmaceutiques, de la distribution pharmaceutique et des professionnels du froid, constructeurs de matériel, transporteurs, entreposeurs, experts, pour contribuer à la diffusion des bonnes pratiques, au savoir, à l'information sur la chaîne du froid des vaccins de la Covid, qu'elle soit à moins 70, à moins 20 ou plus traditionnellement à plus 2, plus 8.
Ce séminaire va vous faire part des résultats des travaux de ces dernières semaines. Sans plus attendre, je vais laisser Walter Arnaud du ministère de la Santé nous présenter les attentes du ministère, les besoins en matière de chaîne du froid, et puis nous déclinerons les différents sujets, quelques coups de projecteur sur des sujets abordés au sein de cette commission, dans laquelle vous êtes tous, bien entendu, les bienvenus dans l'intérêt général. Merci beaucoup à tous de participer. N'hésitez pas à poser des questions et bon séminaire. Donc, bonsoir à toutes et tous. Donc, Walter Arnaud. Alors, j'espère que ma caméra va se lancer. Normalement, si j'ai testé ce matin, ça devrait être bon. J'espère que ça sera le cas. Je suis responsable du pôle logistique au sein de la task force vaccination au ministère de la Santé, des Solidarités et de la Santé. Et je vais juste laisser faire une petite introduction sur les enjeux et le contexte général. Diapo suivante, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer la diapo? Voilà, merci. Donc, je ne vais pas donner les chiffres en détail. Ce qui est important, c'est que le président de la République a annoncé qu'à l'été, alors l'été, ça nous mène jusqu'au 23 septembre, mais enfin bon, on va faire vraiment le cœur de l'été, plus de 40 millions de Français pourraient être vaccinés s'ils le souhaitaient. Quand on regarde finalement les livraisons de vaccins auxquelles on va avoir droit, que ce soit du Pfizer, du Moderna, plus récemment l'AstraZeneca, et ensuite ceux qui sont encore censés venir, en fait, on se rend compte que c'est à la fois beaucoup de livraisons, mais pas tant que ça, parce qu'il n'y a pas énormément de marge entre ce qu'on va nous livrer et les objectifs qu'on s'est fixés. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que sur les différents candidats vaccins qui nous sont envoyés, vous constaterez qu'on en a qui se conservent effectivement à moins 80 et puis en 2,8 ensuite, d'autres qui se conservent à moins 20 puis à 2,8, d'autres qui sont directement livrés en 2,8, certains qui sont stables, certains qui sont plus ou moins instables. Bref, c'est assez compliqué. Et au regard de nos ambitions, l'objectif, c'est zéro perte, zéro gaspillage. Et ce qui peut paraître un petit peu antinomique, c'est qu'en même temps, on nous demande d'aller très très vite parce qu'il y a une forte attente de la part de la population. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, on est confronté à un objectif de rapidité et d'ambition rapide, avec un minimum de pertes et quasiment zéro perte. Alors pour ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un respect strict de la chaîne du froid. On a vu nos homologues allemands perdre 9000 doses d'un coup à cause d'un mauvais respect de la chaîne du froid. Clairement, on ne peut pas se le permettre. Ça veut dire la formation et l'adhésion des différents acteurs aux bonnes pratiques et au respect des règles de chaîne du froid. Et ça, je sais que parmi l'assistance, il y a des pharmaciens, donc je pense qu'ils sont extrêmement sensibles à ce discours. Ça veut dire aussi qu'il faut aider tous les acteurs, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité en termes de connaissance de la chaîne du froid, et que, nous l'avons dit, c'est une chaîne logistique, et dans une chaîne logistique, c'est le maillon le plus faible qui impose finalement la résistance globale de la chaîne. Et donc, il faut que tous les acteurs de cette chaîne, finalement, gagnent en maturité et en performance pour nous donner la meilleure chaîne logistique des vaccins dont nous puissions bénéficier. Et c'est pourquoi, une fois qu'on a fait toutes ces exigences, eh bien, effectivement, il y a un rôle du ministère, il y a un rôle des sociétés savantes, il y a un rôle des syndicats professionnels, c'est de donner aussi aux acteurs des moyens, des outils, des guides, des bonnes pratiques, si possible, le plus simple possible à appréhender, pour leur permettre de mener leur mission. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, je ne vais pas faire de conclusion parce que nous sommes au début de la phase de vaccination, donc je vais plutôt faire des perspectives. Tout d'abord, il y a une nécessité absolument indispensable de coopération entre tous les acteurs de la chaîne du froid. Chaque acteur est important, du laboratoire à l'effecteur, en passant par les pharmaciens, les transporteurs, les logisticiens. Enfin, voilà. Chaque maillon est important et il y a besoin d'une coopération, de bonnes pratiques partagées et d'échanges d'informations entre tous ces acteurs. Ensuite, c'est une coopération qu'il va falloir pérenniser et qu'il va falloir effectivement faciliter parce que nous ne sommes qu'au début de la campagne de vaccination.
Voilà, 40 millions de personnes visées à la fin de l'été, c'est encore dans 6 ou 7 mois, puis peut-être encore des rappels, puis peut-être des compléments. Voilà, c'est une campagne de santé publique de longue haleine et il va falloir, comme on le dit, être et durer. Et donc, voilà, s'inscrire dans un processus qui va quand même concerner un temps long. Et puis enfin, là encore, je ne conclue pas parce que nous en sommes au début, mais je pensais utile de le souligner. Jusqu'à présent, les résultats sont bons. Nous n'avons qu'à peine 2% de doses mal utilisées, etc. Nous avons des acteurs qui coopèrent assez facilement entre eux, que ce soit les soignants, les industriels, les forces de sécurité, voilà, et évidemment les opérateurs de cycle et du froid. Et ce que je peux en retenir, c'est que cette coopération, effectivement, elle paye. C'est-à-dire qu'on a une logistique qui est quand même globalement performante, on déplaise à certains détracteurs. On livre de bout en bout dans la chaîne du froid, dans le strict respect de la chaîne du froid, les villes, les villages, les DROM, les COM, tous les départements français dans un temps assez contraint. Voilà. Et donc, ça veut dire que tout ce qui a été entrepris et mené, ça commence à payer. Donc, il ne faut pas abaisser nos efforts, il ne faut pas limiter nos efforts, mais ça paye et c'est en ce sens qu'il faut continuer. Et pour avoir ces bonnes pratiques, je vais laisser le soin aux différents intervenants d'aborder chacun leur sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Walter, pour cette introduction. Et je vais maintenant laisser la parole donc à Fabien De Paoli, donc qui va se présenter et nous présenter donc comment éviter les excursions de température lors de la manipulation des vaccins très basses et basses températures. Fabien, Très bien, merci. Voilà. Et tout d'abord, je tiens à remercier l'AFF pour m'avoir invité à participer à cette vidéoconférence. Alors, en fait, donc, mon nom est Fabien De Paoli et je suis responsable de la division de distribution vaccins sous chaîne de froid auprès de GSK Vaccins. Donc, je suis basé en Belgique. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, la présentation, la courte présentation que je vais faire ici porte sur les manipulations. Donc, je suppose, et c'est un prérequis à considérer comme étant fondamental, que tous les éléments utilisés sont préqualifiés. Donc, les boîtes isothermes sont préqualifiées. Et donc, pour cela, nous avons les laboratoires, nous avons les fournisseurs qui sont là pour nous aider et afin d'assurer que le mode de transport, le conditionnement a été qualifié et permet effectivement de conserver des produits à la température requise. Donc, un premier élément est de penser à préconditionner des éléments lorsqu'on les manipule. Ça peut concerner la boîte isotherme, ça peut concerner, c'est fondamental, les eutectiques, être bien certain que les eutectiques ont été conditionnés un temps suffisant de manière à garantir la bonne température de cela. À ne pas oublier non plus l'enregistreur de température. Parce que bien souvent, lorsqu'on va effectuer un relevé de température, on voit un profil de température. Et bien souvent, au début, on constate que la température n'est pas toujours la température requise. Mais ce qui peut expliquer cela est lié à la caractéristique technique des enregistreurs de température. Il faut savoir que chaque enregistreur de température a une constante de temps thermique qui lui est spécifique. Cette constante de temps correspond à un temps de réponse qui permet à l'enregistreur d'arriver en fait à la température mesurée. Concrètement, si vous prenez un enregistreur, vous mettez une sonde dans de la glace carbonique, elle est immergée en glace carbonique. Ce n'est pas pour ça qu'au temps T0, vous verrez un indicateur d'information comme quoi la température est à moins 80. Il se peut que vous allez voir moins 30, moins 40, et le temps d'équilibrage peut prendre jusqu'à 8-10 minutes, même plus dans certains cas, ça peut aller jusqu'à 30 minutes. Donc, il ne faut pas oublier que chaque enregistreur a une constante de temps qui est propre à son profil technique. Alors, l'essentiel lorsqu'on veut éviter les excursions de température est réellement de faire tout pour limiter le temps d'exposition du produit hors froid. Et là, tout d'abord, je peux rappeler des bonnes pratiques d'outils de qualité qui est par exemple la méthode 5S. La méthode 5S va consister à envisager les opérations effectuées selon 5 aspects. Le premier, c'est
tout est-il bien rangé? Il faut éliminer l'inutile pour éviter tout quiproquo durant les manipulations. Naturellement, l'aspect propreté, la standardisation fondamentale. Comme je vais l'expliquer, la standardisation, on passe par pas mal d'étapes pour arriver à quelque chose de bien contrôlé. Tout doit être bien organisé. L'espace doit être prévu. Il ne faut pas se laisser prendre par le dépourvu. Il faut vraiment penser, il faut anticiper ce qui va se passer de manière à pouvoir réduire au maximum ce temps d'exposition hors froid. Et naturellement, le respect des procédures. Et qui dit respect des procédures dit contrôle. Il est intéressant de notifier, de documenter de manière à ce qu'on puisse toujours pouvoir revenir ultérieurement sur les opérations effectuées. Slide suivant, s'il vous plaît. Et donc, les différents éléments qu'on peut avoir à l'esprit sont naturellement tout d'abord de porter le bon équipement. Par exemple, des gants de protection. Manipuler des produits à moins 70 degrés peut représenter des risques notables. Donc, bons équipements de protection de manière à éviter tout dommage à la santé de chacun qui manipule ces produits. Les instructions fondamentales, une notice explicative. Pourquoi une notice? Parce qu'en réalité, ces opérations peuvent être faites par plusieurs personnes. Ce n'est pas tout le temps la même personne. Et il faut répéter la manière dont cette opération a été réalisée. La bonne manière de répéter de manière correcte et reproductive est d'avoir quelque chose d'écrit, d'où l'importance d'une notice. Mais comment faire une notice? Pour faire une notice, le mieux est de préparer les opérations en réalisant des simulations. Simulations en taille réelle. Si vous êtes amené à recevoir plusieurs boîtes, faites la simulation avec le nombre de boîtes requises, de manière à vraiment se mettre dans la situation que vous rencontrerez. Et cette simulation réelle, bien souvent, on n'a pas l'opportunité de la réaliser avec le produit, vu le risque qu'on pourrait occasionner au produit. Donc, tout l'intérêt de faire ces simulations avec du placebo, avec des flacons remplis avec de l'eau, par exemple. Éventuellement, s'il n'y a même pas d'eau, au minimum avoir des flacons, avoir des boîtes, avoir l'entièreté des éléments à votre disposition. La simulation va vous permettre vraiment de tester plusieurs scénarios et d'identifier le meilleur scénario. Une fois que vous avez l'instruction basée sur votre simulation, il sera plus facile de réaliser une formation. Et donc là, le mode opératoire est fondamental pour pouvoir s'assurer que l'instruction est comprise de tous. Dans l'instruction, c'est bien de décrire ce qu'il faut faire, mais il ne faut pas non plus oublier de préciser pourquoi il faut le faire. Parce qu'un opérateur ne fera bien quelque chose que s'il n'a réellement compris ce qu'il y a derrière, quelle est vraiment la raison pour laquelle une opération est demandée. Donc, il y a le quoi, mais aussi le pourquoi qui est fondamental dans la formation et dans l'instruction. Lorsqu'on réalise les manipulations, la température de l'environnement doit être le plus bas possible, idéalement à 5 degrés, dans une chambre froide si c'est disponible. Si ce n'est pas disponible, un environnement en température ambiante. Et à ce moment-là, dans ces environnements en température ambiante, si possible, un environnement où le mouvement de l'air est vraiment minimum. Parce que le mouvement de l'air, dans tous les cas, va favoriser les échanges thermiques. Donc, réduisez les mouvements d'air, travaillez porte fermée, gardez vraiment toute l'enceinte la plus close possible, de manière à préserver l'air à l'état repos. En termes de distance, soyez le plus proche possible de l'équipement qui recevra le produit. On parle en termes de centimètres, on ne parle pas en termes de mètres. Donc, s'il y a une boîte de transport de laquelle il faut prélever des boîtes qui contiennent plusieurs vaccins, la boîte de transport doit être la plus proche possible du local de stockage du congélateur à basse température ou à ultra basse température. Donc, la boîte de transport le plus proche possible, de manière à réduire cette distance à des niveaux de centimètres. Le temps de transit, on parle en minutes, on ne parle pas en heures. D'où vraiment l'intérêt de séquencer les opérations. On reçoit d'abord la boîte, on fait des checks, on fait des contrôles administratifs préalablement à l'ouverture de la boîte. Et réellement, on ouvre la boîte qu'au dernier moment, juste avant de pouvoir faire le transfert. Surtout ne pas perdre de temps au niveau de l'administratif, boîte ouverte. Une fois que la boîte est ouverte, la priorité, c'est le transfert du produit. Il faut absolument limiter ce temps d'exposition. Par exemple, aussi, lorsqu'on reçoit des indicateurs de température, arrêtez. Si l'indicateur se trouve dans la boîte de transport, on arrête l'indicateur. On n'a pas besoin de le lire. On l'arrête. On le lira plus tard. On l'arrête, on le sort, on transfère. La lecture peut se faire plus tard, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, la priorité est au transfert du produit. Elle n'est pas aux autres activités qui sont considérées comme étant satellites.
Et aussi avoir à l'esprit que lorsqu'on a réalisé un transfert de produits, on a dû ouvrir des portes, on a dû ouvrir des boîtes. À chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation stabilisée, lorsque les portes seront fermées, il faut penser à stabiliser, laisser le temps à l'équipement de stabiliser sa température. Donc, de ne pas faire des ouvertures de portes simultanées et consécutives dans des délais courts. Et là, typiquement, un délai recommandé va être de l'ordre de 2 heures, par exemple, entre 2 ouvertures de porte d'un congélateur à ultra basse température. Slide suivant. Donc, dans tous les cas, soyez préparés. Toutes les personnes qui vont intervenir doivent être bien formées. Et vraiment, l'élément majeur à avoir à l'esprit, c'est limiter le temps d'exposition. En cas de problème, en cas de doute, ce qu'il est fondamental de réaliser, c'est sécuriser le produit. C'est de le mettre le plus vite possible à la bonne température, de se remettre dans une situation stable, bonne température, on ferme. Et à ce moment-là, on peut commencer à voir ce qu'il y a lieu de faire, on peut réfléchir. Et je n'insisterai jamais assez que le laboratoire est là pour vous aider. Et en cas de doute, en cas de question, n'hésitez pas à contacter le laboratoire. Il sera certainement là pour vous aider à prendre la bonne décision en cas de problème. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Fabien. Juste quelques points. L'exposé qui vient d'être fait reprend des éléments qui sont très grandement détaillés dans une des notes préparées par la sous-commission Covid-19 de l'AFF, dont d'ailleurs Fabien est le rédacteur principal. Effectivement, c'est un point important puisque les durées maximales se comptent en minutes, c'est 3 minutes pour éclater un lot de vaccins Comirnaty de BioNTech, par exemple. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'utiliser la petite boîte chat et nous y répondrons en fin de webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Vincent. Frédéric, si tu peux. Bonjour à tous. Ah, voilà. On te voit. C'est parfait. Ça fonctionne? Très bien, parfait. Bonjour à tous. Frédéric Vincent. Slide suivant, s'il te plaît, Eric. En réponse à la pandémie actuelle, dans les derniers mois, nous avons vu apparaître différents vaccins portant le nom des laboratoires qui les produisent et présentant les caractéristiques de nouvelles technologies et imposant des conditions de transport et de stockage assez différentes de ce qu'on pouvait connaître jusqu'ici, en particulier des températures assez inédites de l'ordre de moins 70 ou moins 80 degrés qui ont été annoncées. Donc, ces températures imposent pour le transport et le stockage l'utilisation de glace carbonique dont la mise en œuvre nécessite la prise de conscience des différents niveaux de risque qui peuvent être associés et des moyens pour les prévenir. Donc, quelques mots sur le CO2. C'est un gaz, c'est un produit incolore, inodore et plus lourd que l'air. C'est pourquoi on le retrouve souvent au niveau du sol. La sublimation de la glace carbonique produit du CO2 en phase gazeuse. Vous avez ici quelques chiffres qui vous permettront de mieux comprendre les risques qui peuvent être associés. Vous voyez ici que la sublimation de 10 kg de glace permet de produire plus de 5 mètres cubes de CO2 gazeux et 100 kg de neige carbonique occuperont le volume d'une cellule de 26 tonnes. Donc, ça peut avoir des conséquences, vous imaginez, très importantes lors des différentes phases de manipulation des conteneurs de transport. Et il faudra en tenir compte dans les bonnes pratiques de chargement et de transfert des différents contenants. Pour le transport, on placera donc la quantité adéquate de glace carbonique dans l'emballage
l'emballage qui contient le vaccin. L'ensemble des emballages va donc représenter plusieurs kilos, voire plusieurs centaines de kilos en fonction de la taille des véhicules de transport ou des solutions de stockage. Et en se sublimant, cette carboglace en fait, va produire du gaz carbonique qui va venir saturer l'atmosphère de la cellule ou de la chambre froide. Les emballages n'étant bien sûr pas totalement étanches. On verra pourquoi juste après. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, les risques associés à l'utilisation de cette glace carbonique sont de 3 ordres. L'asphyxie, tout d'abord. Risque d'asphyxie, donc plus ou moins rapide, suivant la concentration en CO2 et la durée d'exposition à ces concentrations. Comme vous voyez ici, augmentation de l'amplitude respiratoire, accélération du rythme et respiration pénible, céphalée, vertige, troubles visuels, jusqu'à dans les cas extrêmes, la mort pour des expositions prolongées à des concentrations élevées. Voilà, donc on aura ici un risque fort dans des transports, par exemple, qui ont pu durer assez longtemps avec des cellules isothermes très étanches et des quantités de vaccins transportés dans des emballages isothermes importants. On aura également des risques de brûlure, puisque les températures mises en œuvre sont de l'ordre de moins 78 degrés. Et on pourra avoir ici, en fonction de la manipulation et du contact, cette fois-ci aussi en fonction du temps d'exposition à la glace carbonique, des brûlures plus ou moins graves. Et enfin, un risque d'explosion, puisque quand on parle des solutions d'emballage qui vont contenir les vaccins et la glace carbonique, si ces solutions étaient étanches, la sublimation augmenterait la pression de la glace carbonique à l'intérieur de l'emballage et pourrait aller jusqu'à un éclatement en fait, de cet emballage. On voit donc ici l'importance d'avoir des indications, des marquages sur ces dangers qui permettent d'alerter les conducteurs ou les opérateurs en charge du transfert des produits entre les solutions de transport et les solutions de stockage. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, sur un plan réglementaire, l'utilisation du CO2 dans les véhicules de transport est encadrée par l'ADR, qui définit des obligations de marquage en fonction des concentrations, des capacités de ventilation. Donc, si on est dans un environnement bien ventilé avec des concentrations relativement faibles, aucune obligation en termes de marquage n'est imposée. Si par contre sur des véhicules ou des conteneurs, on va trouver des environnements très étanches dans lesquels la concentration va fortement augmenter, il sera nécessaire d'apposer des marquages du type de celui que vous voyez à l'écran. Ces marquages n'étant pas limités au seul transport, mais pouvant bien entendu être réutilisés pour des solutions de stockage fixes ou mobiles en fonction des environnements. Voilà. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, il existe un certain nombre de bonnes pratiques pour prévenir et limiter les risques. Alors c'est déjà une règle dans le transport, mais pour avoir une répartition homogène de la température et de l'air, mais il est important de prévoir une circulation d'air autour des produits de façon à éviter la formation de poches de CO2
qui sont vraiment des zones de risque. Si on imagine qu'une poche de CO2 se forme tout au fond du véhicule lors du déchargement, l'opérateur de transfert pourrait se retrouver piégé et isolé à cet endroit. Donc, important d'en tenir compte dans le chargement pour éviter cette accumulation sous forme de poche. Il serait important aussi, quand on reprend le dernier point, que ces opérateurs soient équipés de détecteurs individuels de CO2, de façon à ne pas se mettre en danger si la ventilation avant déchargement n'avait pas été efficace. La ventilation des espaces de stockage et de transport, évidemment, avec un temps d'ouverture de portes suffisant, avec évidemment la possibilité de maintenir la ventilation quand c'est possible. Et là, on voit toute l'importance que peut avoir le détecteur de CO2. L'élimination de la carboglace non utilisée est importante, mais elle est surtout importante dans le sens où il ne faut pas non plus recréer ce risque ailleurs. Donc, stocker ces carboglaces restantes dans des endroits bien ventilés qui ne permettront pas la formation de poches. Et enfin, le port des EPI pour éviter les risques énoncés plutôt de brûlure avec des contacts, soit avec de la carboglace, soit avec les produits transportés à ces températures. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, on a eu quelques commentaires. On verra ça en fin de session. Mais plusieurs questions arrivent. Merci pour les contributions. Avec plaisir. Alors maintenant, nous allons accueillir… alors, j'ai oublié de dire que l'exposé de Frédéric fait l'objet d'une note, d'ailleurs établie par l'autorité compétente ATP française, le CEMAFROID, et que nous avons repris puisqu'elle contient plein d'informations sur les réglementations applicables à l'usage du CO2. Et je laisse la parole à Gérald Cavalier, donc, qui représente donc le CEMAFROID Technéa, pour la thématique des recommandations du travail à -20, et c'était d'ailleurs une des questions, la première question qui a été posée. Y a-t-il une qualification pour travailler à -20? Je te laisse la parole, Gérald. Merci Eric pour cette introduction. Effectivement, je vais vous présenter le travail qui a été résumé dans une note qui est aussi accessible comme toutes les autres sur le site de l'AFF et qui sera accessible aussi en langue anglaise sur le site de l'Institut international du froid. Si tu peux passer la suivante, sur le travail au froid. Et il est vrai qu'on a l'habitude dans le vaccin de travailler avec des produits à +2+8 et de travailler souvent à température ambiante. Et pourtant, avec les nouveaux produits, les produits transportés à -70 et à -20, eh bien, on est confronté à de nouvelles températures et de nouveaux défis. Fabien de Paoli nous a expliqué tout à l'heure eh bien, un certain nombre de précautions à prendre, en particulier quand on manipule des produits qui sont très froids, parce que ça a de l'impact sur les produits, mais parce que ça a aussi de l'impact sur les gens qui les manipulent, évidemment. Eh bien, le travail au froid à -20 entraîne des risques plus importants que celui à +2+8 ou a fortiori à température ambiante. Et à -70, normalement, on n'est pas amené, à part quelques cas particuliers, à travailler à cette température. Ce sont les produits qui sont à -70. Pour garder les températures dans la chaîne du froid, il est important d'être le plus proche des températures des produits. Quand on a une cellule à -70, il est recommandé de la mettre dans une ambiance à -20. Pourquoi? Parce que les déperditions de température sont moins importantes quand le delta de température est plus faible entre deux enceintes. Classiquement, on positionne les chambres froides à -20 dans une enceinte qui va être déjà plutôt aux alentours de 0 ou de 4 degrés. De même, les enceintes à -70 devraient de préférence être positionnées dans des enceintes à -20. Et donc, on est conduit à travailler à ces ambiances à -20 dans des chambres froides, des entrepôts ou des sas pour des cellules
à moins 70 degrés. Alors, le froid à moins 20 entraîne un certain nombre de risques. Entraîne des risques du fait de la température, hein, qui est aussi aggravé, cet effet de température, par la vitesse d'air, lié en particulier au brassage des groupes frigorifiques, mais aussi des risques de glissade, de chute, de collision. Ça peut être les personnes qui glissent, mais aussi les colis, les engins. Et puis, ça entraîne aussi des pertes de dextérité, de la fatigue, des pertes d'attention, et on est moins efficace à basse température. C'est un élément qui doit être pris en compte. On a des difficultés à se mouvoir et à travailler longuement au froid avec les engourdissements, et puis ça a des effets à la fois sur les extrémités, les doigts, le nez, les orteils, mais aussi sur l'ensemble du corps, de la fatigue. Et puis on peut aller du simple engourdissement jusqu'à la gelure. L'extrême, c'est l'hypothermie, si on y reste longtemps, et c'est ce qui se passe quand l'individu n'arrive plus à réguler la température de son corps. Et là, on peut avoir des conséquences graves qui peuvent aller à basse température jusqu'au décès. Évidemment, les risques d'accident et la perte de productivité, je l'ai évoqué. Si tu peux passer à la suivante, Eric, s'il te plaît. Alors, pour gérer ce risque, il y a deux références qui sont importantes. Alors, d'abord, une recommandation de la CNAM, la recommandation R499 sur le travail au froid, qui va nous donner un certain nombre de dispositions. Et puis, eh bien, les professionnels du froid, les gens qui travaillent en permanence à moins 20, qui sont réunis dans les exploitations frigorifiques, et le syndicat l'USNEF, le syndicat des exploitants frigorifiques, qui gère une convention collective, et cette convention collective a fait quelques mentions au froid. Elle gère évidemment le froid positif et le froid négatif, mais elle a mis en place quelques spécificités sur le froid négatif. Alors, pour la recommandation de la CNAM, eh bien, tout d'abord, c'est qu'il faut éviter de s'exposer inutilement au froid et aux températures trop basses, et donc mettre en place des dispositions qui permettent d'y passer le moins de temps possible et de n'y aller que lorsque c'est nécessaire. D'éviter d'aggraver l'effet de température par des ventilations et des débits d'air qui sont toujours cause d'aggravation des effets du froid, et donc choisir des ventilateurs à basse vitesse ou régler la vitesse au niveau le plus bas. Privilégier tous les dispositifs qui vont permettre de conserver le produit à basse température et le personnel à une température plus élevée. On parle là de tous ces dispositifs de froid localisé qui permettent classiquement dans l'industrie de garder le produit à une température alors que l'opérateur est à une température de travail plus agréable. Alors, on ne va pas forcément être à 20 degrés, mais on pourrait être à 14-15 degrés alors que le produit est à moins 20 en travaillant sous des hottes, sous des flux d'air, etc. Et c'est un élément important, en particulier quand on prépare des commandes, quand on va dispatcher les vaccins, etc. Et puis, il faut prévoir, si possible, des équipements faciles à entretenir, à maintenir, qui évitent de devoir passer beaucoup de temps au froid pour toutes ces opérations de maintenance. Et puis, évidemment, il faut se protéger. Fabien de Paoli nous en a dit un mot tout à l'heure. Il faut des protections collectives et des protections individuelles pour se protéger des effets du froid à moins 20. Pour ce qui est de la convention collective des entrepôts frigorifiques, elle demande à l'employeur de fournir évidemment les vêtements chauds à ceux qui travaillent au froid. Et puis, une recommandation qui est importante, qui est assez simple, hein, c'est on se dit toujours qu'est-ce qu'on fait en termes de pause, etc. Et donc, les gens qui ont l'habitude d'y travailler, et certaines personnes sont systématiquement tous les jours dans des ambiances à moins 20, dans des entrepôts, eh bien, la règle qui a été retenue, c'est toutes les heures de passer 10 minutes en dehors de la chambre froide qui va être classiquement à moins 20 degrés. Donc, c'est une disposition qui est utile à reprendre pour ceux qui vont travailler dans ces ambiances négatives. Eric, si tu peux passer la suivante. Et donc, si on prend en compte ce risque dans l'organisation du travail, qui est la première étape, eh bien, on va essayer d'éviter d'y passer beaucoup de temps, on l'a vu. On va mettre en place des gants
des vêtements de travail adaptés, des locaux de pause où où on va chauffer suffisamment pour remonter la température et éviter ce risque d'hypothermie qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis, de préférence, choisir plutôt plusieurs couches qu'un vêtement épais. Hein, c'est beaucoup plus efficace. Les couches d'air entre les vêtements sont aussi des couches isolantes et on va moins avoir de transmission de froid quand on va mettre plusieurs couches de vêtements que quand on aura un seul vêtement très épais. C'est une recommandation générale et surtout se protéger les extrémités, la tête, les mains, hein, les doigts, le nez et le tour de la tête qui sont les parties les plus sensibles au froid. Pour ce qui est des locaux, il faut, pour prévenir ces risques de glissade, déshumidifier. Hein, c'est l'humidité qui va geler et qui va entraîner le risque de glissade. Donc, déshumidifier l'air pour réduire le risque de glissade, supprimer toutes les sources d'humidité qui pourraient être extérieures, et puis mettre en place des dispositions permettant de sécher les vêtements, de sécher les chaussures, les gants, parce que de toute façon, la condensation se fait, et même s'il y a peu d'humidité, elle va finir par se condenser quand on va sortir au chaud, faire de l'humidité. Donc, mettre en place des espaces de séchage pour les vêtements. L'humidité accroît comme la vitesse d'air la sensation de froid. Et puis, des locaux chauffés à proximité des chambres froides pour pouvoir se réchauffer et remonter la température du corps pour les gens qui travaillent durablement. La suivante, s'il te plaît. Donc, il existe évidemment toute une liste de matériel adapté, conçu pour les gens qui travaillent au froid et adapté à ces conditions de travail. Ces matériels sont définis par un certain nombre de normes, hein, avec des vêtements, cagoules, tours de cou, bonnets, avec des normes, la norme EN 342 ou 14,58 € pour les gens qui travaillent en positif, des gants conformes à la norme EN 511, les chaussures également avec l'ISO 2034X. Attention, il faut éviter les écharpes hein, du fait du risque d'entraînement et de prise dans les équipements. Donc, les écharpes, quand on travaille au froid, on évite, on met des tours de cou. Et puis, eh bien, les lunettes, alors on y a tous goûté avec les masques pour la Covid. Hein, tous ceux qui ont des lunettes savent que la buée, c'est très désagréable. Ben, au froid, c'est tout le temps. C'est l'apanage des gens qui travaillent au froid. Donc, il existe des sprays anti-buée. On les propose pour faire face aux problèmes de buée des masques anti-Covid, mais aussi quand on travaille au froid du fait des condensations. Et puis, des bonnes pratiques, hein, donc des équipements collectifs adaptés, des lieux de travail adaptés, des équipements individuels et des bonnes pratiques. Eh bien, on s'échauffe avant d'aller travailler au froid. Si on a les muscles chauds avant de rentrer dans le froid, c'est préférable. Et puis, comme on le rappelait tout à l'heure, hein, la pause de 10 minutes toutes les heures pour travailler au froid. Donc, voilà les recommandations que l'on va trouver dans cette note que vous pouvez télécharger, que vous pouvez largement diffuser. L'AFF a mis à disposition ces matériels de manière gratuite pour qu'ils soient utilisés par tout le monde. Merci beaucoup et puis je laisse la parole au suivant. Merci Gérald. Donc effectivement, c'est la note numéro 2, mais j'y reviendrai tout à l'heure, qui décrit dans le détail ce que tu as expliqué déjà bien précisément. Le prochain exposé, c'est Gilles Labranc, donc, qui est le PDG de Sofrigam, qui va donc nous parler des bonnes pratiques d'usage des emballages isothermes, donc particulièrement utilisés pour les vaccins basse et très basse température. Est-ce que Gilles, tu peux mettre ta caméra? Oui, si je suis autorisé. Ah, mais je vais le faire. Nous sommes dans un monde d'autorisation. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Effectivement, la conférence donc parle des clés pour maîtriser la chaîne du froid et avec un objectif précis qui a été indiqué par Monsieur Walter Arnaud, qui est zéro perte, zéro gaspillage. Et le rôle de l'emballage dans cet objectif est, je dirais, primordial. Pour une raison simple, c'est que c'est bien lui qui va conserver le produit, quelles que soient les températures. Alors, la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, on va parler de solutions autonomes et Fabien de Paoli a indiqué que tout emballage doit être qualifié.
tout est qualifié dans le transport des produits thermosensibles de santé. Donc, à partir de là, la qualification obéit à plusieurs règles, soit l'ANF S99700, qui est une norme française et quasiment d'ailleurs la seule au monde, me semble-t-il, qui existe, avec par contre d'autres indications ou instructions aux États-Unis. Mais cette norme régit l'usage des emballages réfrigérants. Alors, on parle d'emballage réfrigérant parce que, comme vous le voyez, on commence par la caisse isotherme et dont l'objectif est de garantir une plage de température dans un volume utile pour une durée et un profil de température. En fait, quand on a dit ça, si on a défini un 24 heures avec un profil, eh bien, les vaccins ou le produit qui sera à l'intérieur sera parfaitement conservé à la température. Alors, les caisses isothermes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un emballage extérieur en général qui est en carton. C'est également ou en plastique. Et à l'intérieur, vous avez un doublage qui est un isolant, soit du polyuréthane, soit du polystyrène, ou le produit le plus noble, le panneau sous vide, donc VIP, qui lui va conserver très nettement mieux en raison de sa très forte inertie thermique. Les volumes vont aller de 1 litre, voire moins, jusqu'à 3000 litres. Et vous voyez plusieurs exemples de caisses, ce qu'on appelle des shippers, hein, le terme anglo-saxon prédomine dans ces métiers, jusqu'au pallet shipper, encore un terme anglo-saxon, donc qui est la petite armoire qu'on voit et qui est, elle, utilisée pour transporter des grands volumes par avion. On a également les sacoches qui rentrent dans cette catégorie, ou le dernier là, qui est en blanc, qui est une caisse en plastique dur et qui, elle, fait de la réutilisation. Donc, on a soit de l'usage unique ou réutilisable. Les caisses sont livrées en général montées ou livrées à plat. Ensuite, pour le transformer en réfrigérant, eh bien, on va ajouter une source de froid qui est un eutectique à base d'eau, très généralement, ou alors ce qu'on appelle des MCP ou matériaux à changement de phase, organiques dans le cas de paraffine ou inorganique pour les sels hydratés. Et enfin, pour les plus basses températures, la glace carbonique. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc le dossier de qualification est obligatoire. Il est dressé en général par le laboratoire qui fait les envois de vaccins ou d'autres produits. Et l'emballage doit répondre à ce dossier de qualification. Je note, et vous voyez que c'est une obligation de résultat. L'emballage et le résultat de la qualification, eh bien, on doit avoir un résultat qui est de conserver dans une plage définie la température. Pourquoi? Parce qu'il y a une très faible inertie des vaccins. Quasiment, vous sortez un vaccin à 5 degrés du réfrigérateur, eh bien, en 2 minutes, il va être quasiment proche de la température du local. Je parle évidemment des doses prêtes à être vaccinées, donc unidoses. Après, nous avons les différents profils de température. De même, la norme française est très précise à ce sujet et permet de réaliser les dossiers de qualification. 3 niveaux, puisqu'on parle là des vaccins du Covid jusqu'à maintenant, donc le moins 90, moins 60, enfin, c'est ce qu'on appelle la glace carbonique. Elle se sublime, donc se transforme de solide à gaz de façon instantanée par sublimation. La quantité qu'on mettra dans un emballage dépendra évidemment de la qualité de l'isolant, du profil de température, de la durée requise. Quand on est sur des températures globalement autour de moins 20, donc moins 25 à moins 15, là, ce sont des plaques eutectiques à base d'eau avec un sel qui va permettre d'avoir un point de fusion autour de moins 20 degrés. Et enfin, une disposition sur 6 faces et monoconfiguration. Oui, ça, c'est appliqué parce que tout simplement, il faut que les basses températures sont assez, je ne vais pas dire complexes, mais difficiles à réaliser et assez fragiles à ne pas respecter. Enfin, le 2,8, qui est le 5 degrés, en fait, plus ou moins 3, le plus courant, qui lui est à base de tectique, à base d'eau, ou éventuellement de MCP, donc des produits à changement de phase à 5 degrés. Voilà. Slide suivante, s'il vous plaît. Bon, la glace carbonique, bon, pas mal d'interventions dessus. Alors, l'emballage, comme on vous l'a dit, il ne faut pas le conserver, il ne faut pas un emballage qui soit extrêmement étanche parce que sinon on a un problème. Et d'un autre côté, il doit être étanche parce que sinon il y a des entrées d'air et donc automatiquement il va y avoir des pertes de froid. Donc la fermeture doit être adaptée. La glace carbonique doit être sur les 6 faces
La complexité de la chose, c'est que par les lois de la mécanique, c'est la phase supérieure qui se sublime en premier, donc qui découvre le produit. Donc on doit être, la conception doit permettre à l'arrivée qu'il reste encore de la glace carbonique sur les 6 faces, donc principalement au-dessus et sur les côtés. Voilà, donc elle doit être non hermétique tout en étant étanche. Donc là, c'est un petit consensus technique à obtenir. Et effectivement, le marquage, parce qu'il ne faut en aucun cas la retourner. Elle doit être transportée dans le bon sens. Et on a rajouté le pictogramme du IATA qui permet d'indiquer à partir de quand c'est parti et quand ça doit arriver. La suivante, s'il vous plaît. Les plaques techniques, donc moins 25, moins 20. Donc tout à l'heure, Fabien de Paoli a rappelé la bonne température. Quand on est à moins 25, il faut un congélateur qui soit minimum à moins 30. Sinon, on n'arrivera jamais à prendre en masse correctement la plaque technique. Le tectique, ça signifie quoi? C'est un mélange donc à base d'eau et puis de sel. Il doit être très correctement fait. On prend, sinon on a ce qu'on appelle des pseudo-paliers et donc on n'aura pas la bonne conservation. Il faut respecter effectivement la configuration, le mode opératoire, fermer l'emballage. Alors, pas de contrainte particulière après le chargement. Bon, de même pour le stockage intermédiaire. Et à l'arrivée, comme ça a été indiqué, remettre le plus vite possible les produits à l'intérieur de la chambre froide de manière à éviter toute remontée intempestive. Et on arrête l'enregistreur de température. Ce n'est pas une anecdote parce que très souvent, quand il n'est pas arrêté, on croit qu'on est remonté en température alors que le produit est sécurisé. Marquage, exactement la même chose. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, les 2,8. Alors, le 2,8, lui, il est plus compliqué parce qu'on doit lutter contre une basse température et la haute température. Je m'explique. On va introduire un accumulateur de froid, donc ceux qui sont à base d'eau, qui va être autour de moins 20 degrés, il est congelé. Et donc, lui ne doit pas provoquer de choc froid sur le produit, c'est-à-dire descendre en dessous de 2 degrés, puisque généralement, c'est destructeur. Au-dessus, c'est moins gênant. Donc, c'est ce qu'on appelle du déchocage si nécessaire, la stabilisation à 5. On respecte bien évidemment la configuration qui précise, comme vous le voyez sur le schéma, des séparateurs qui permettent d'éviter ce fameux choc froid. On ferme évidemment l'emballage. Après, le transport peut supporter différentes températures, on peut aller même jusqu'à plus 40, c'est simplement une question de dimensionnement. Et à l'arrivée, c'est le même principe que pour les autres, remettre le plus vite possible les vaccins dans le stockage. Voilà. Le marquage est identique. Donc là, on a toujours les mêmes demandes, ne pas le retourner et le transporter avec le pictogramme du IATA qui est très pratique. Pourquoi? Parce que si c'est un emballage 48 heures, eh bien, vous avez la date de départ et vous aurez forcément à l'arrivée, ça vous permet de contrôler si la durée est cohérente. Voilà. Écoutez, je suis arrivé au terme, donc je vous remercie de votre attention. Merci infiniment, Gilles. Pour rappel, donc c'est aussi une note de l'AFF qui synthétise tous ces éléments. Mais on voit qu'effectivement, en termes de mise en œuvre, l'emballage nécessite un minimum de compétences, en tout cas. Alors, comme nous l'avons vu avec les différentes interventions, pour un coup, je vais mettre ma caméra pour montrer malgré tout mon visage. Donc, toutes ces interventions, en fait, sont le fruit d'un travail de la commission Froid Santé et plus précisément la sous-commission Covid-19 qui a élaboré un certain nombre de fiches. Alors, il y a des questions sur l'endroit où on trouve ces fiches, donc je vais y répondre tout de suite. Alors, la première note disponible, c'est celle qui est applicable à l'usage de la glace carbonique dans un milieu confiné, donc les aspects sécurité et les aspects ATP-ADR. La note numéro 2 concerne les règles de bonne pratique appliquées dans le domaine du travail au froid à moins 20, donc en relation avec ce qu'a dit Gérald tout à l'heure. La note numéro 3 concerne la compréhension de certains phénomènes applicables à la maîtrise de la chaîne du froid des vaccins et notamment le lien entre ce qu'a pu présenter Fabien tout à l'heure et puis les résumés des caractéristiques produits des principaux vaccins disponibles aujourd'hui et qui sont relativement, enfin même très exigeants sur les seuils de température, notamment pour passer des très basses températures
jusqu'à la dilution et la température donc d'usage classique lors de la dispensation des vaccins. Et puis la note numéro 4 qui concerne la bonne pratique d'usage et de marquage des emballages, donc qui décrit ce qu'a dit donc Gilles dans sa présentation. Toutes ces notes sont en accès libre. Alors, j'ai oublié une note qui est la note de l'autorité compétente ATP concernant l'ADR, la présentation faite par Frédéric, qu'il m'excuse. Sachez que nous avons aussi une note en projet concernant l'utilisation des eutectiques et la mise en œuvre des emballages à -25. Donc, cette note va probablement paraître dans les quelques semaines qui viennent, probablement dans les 15 jours qui viennent. Et puis, sachez aussi que la Commission a travaillé historiquement sur un guide très général de la chaîne du froid du médicament et que ce guide est lui aussi accessible librement et il couvre pour le coup tous les médicaments, hein, même d'une manière générale les produits de santé, en intégrant non seulement les vaccins, mais aussi tous les produits labiles ou thermosensibles. Alors, où est-ce qu'on les trouve? Alors, le téléchargement de ces notes se fait sur notre site, le site de l'Association française du froid. Vous accédez donc à la plateforme par l'adresse www.aff-froid.com. Il faut créer un petit profil. Donc, grosso modo, on va vous demander votre adresse email et puis de confirmer que votre adresse email est bien valide. Et à partir de là, vous aurez accès à un espace public. Et sur la partie droite de l'écran, vous aurez une section documents et vous aurez donc la possibilité d'accéder aux notes, celles qui sont disponibles et qui vous ont été présentées ce soir, mais aussi les prochaines au fur et à mesure de leur parution. Donc, je vous invite tous à vous connecter au site de l'Association française du froid pour accéder à ces documents. Nous avons fait un autre travail pendant ces quelques dernières semaines que Martine Gélin va vous présenter, puisque l'AFF dispose d'une publication à comité de lecture qui s'appelle la RGF. Et donc, Martine, si tu veux prendre la parole. Oui. Tu es là, oui. Et puis mettre ta caméra. Ah, mais là, parce qu'elle se... C'est bon, voilà. C'est parfait. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, bien au même titre que les notes présentées par Eric précédemment, le numéro spécial de la Revue Générale du Froid, dite RGF, sur la chaîne du froid des vaccins de la COVID-19 est né, sous l'impulsion du président de l'AFF, Gérald Cavalier, avec l'aide des membres de la sous-commission Froid Santé Vaccins. La réalisation de ce numéro spécial s'inscrit dans la droite ligne des missions de l'Association française du froid, la seule reconnue d'utilité publique depuis 1920 dans le domaine du froid. Elle perpétue sa mission d'intérêt général en apportant sa contribution scientifique et technique à travers la publication de travaux de recherche, des retours d'expérience, des bonnes pratiques, des points de vue d'experts sur la chaîne du froid des produits de santé thermosensibles applicables évidemment aux vaccins anti-Covid-19. Ajoutons aussi que ce numéro spécial de la RGF est accessible sur la plateforme de l'AFF, donc aff-froid.com, dans la partie actualité, gratuitement. Suivante. Donc, ce numéro contient 34 articles. Certains sont inédits, en rappelant le contexte de la pandémie et la spécificité des contraintes de la chaîne du froid à très basse et basse température. D'autres ont été recensés dans les RGF précédentes, car la chaîne du froid en santé n'est pas un sujet nouveau pour l'AFF. On parlait déjà de la conservation des vaccins en 1920 dans la RGF. Le contenu de la revue se décline en 5 rubriques. La première, prologue, qui est afférente au contexte actuel de la pandémie, dans laquelle également vous retrouverez la publication des notes, des premières notes dont on a parlé. Ensuite, on a une rubrique des équipements et des solutions adaptées. On a ensuite la qualification et la certification de la chaîne du froid, les bonnes pratiques de la chaîne du froid des produits de santé thermosensibles d'IPST,
la chaîne du froid des PST dans le monde, et enfin un rappel des articles sur le sujet qui n'ont pas été diffusés dans ce numéro faute de place, car on aurait eu 500 pages là, et plus. 41 auteurs ont participé à la rédaction des articles relatés. Profitons-en pour les remercier avec tous ceux qui rédigent bénévolement les articles de la RGF, encadrés par un comité de rédaction de 26 personnes qui, elles aussi, sont bénévoles et se réunissent le premier mardi de chaque mois. La suivante. Cet ouvrage, riche d'informations, indispensable au respect de la chaîne du froid des vaccins de la Covid-19, mérite d'être diffusé au plus grand nombre. C'est pourquoi nous le proposons aux entreprises et aux organisations du froid, imprimé sous sa forme habituelle au format A4. Ce bon de commande est également en ligne sur la plateforme AFF. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre numéro spécial et je vous remercie pour votre écoute. Merci Martine. Pendant que nous parlions, vous avez dû, en tout cas pour les inscrits pas trop tardifs à ce webinaire, recevoir par mailing le lien qui permet de consulter cette revue, enfin ce numéro spécial, et doit être en principe dans votre boîte. Alors pour conclure cette webconférence, je vais laisser la parole à Didier Coulon, qui est le directeur général de l'Institut international du froid. Didier, si tu peux prendre la parole. Et est-ce que tu as accès à ta caméra? J'ai mis ma caméra normalement. Donc, si elle est bloquée, c'est de ton côté. Parfait. On te voit très bien. C'est bon? Voilà. Oui. Donc, je vais être très bref, mais ce que je voudrais souligner, c'est le fait que le froid, récemment, je dirais depuis un peu plus d'un an, est devenu une priorité mondiale. Alors, j'en suis très heureux, mieux vaut tard que jamais. On a organisé, par exemple, donc avec les Nations Unies, la journée mondiale du froid, donc le 26 juin 2020, et qu'évidemment, ça a été consacré à la santé, puisque c'était le grand sujet à cause de la pandémie. Alors, on a pu rappeler un certain nombre d'éléments, dont le principal est qu'en matière de vaccins, par exemple, on a 40% des vaccins aujourd'hui qui sont perdus dans le monde. Alors, évidemment, ça concerne moins la France que les pays en développement, mais ça montre bien la sensibilité qu'ont les vaccins au froid et le fait que le froid est absolument indispensable pour la santé. Alors, on a été très mobilisés, donc à la fin de l'année dernière, à cause diapo suivante, Eric. Oui. Donc, on a été extrêmement sollicité à la fin de l'année dernière par des vaccins auxquels on ne s'attendait pas. Donc, par exemple, le vaccin Pfizer notamment, qui réclamait des températures auxquelles on n'était pas habitué. Cela dit, les technologies existaient, fort heureusement. Donc, il n'y a pas eu de problème de technologie, il y a un problème d'information sur ces technologies. Et ça a été le rôle de l'AFF, de l'IIF, d'essayer de faire en sorte que l'information passe, et elle est passée. Donc, ce webinaire est la bonne occasion pour faire passer des messages là aussi. On a parlé du froid pour la première fois dans le grand public, enfin beaucoup plus en tout cas que d'habitude dans les journaux grand public, tant mieux, mais ce n'est pas fini, il faut que ça continue. Alors, diapo suivante. Donc, au-delà de la mobilisation des professionnels, je voudrais souligner le fait que l'AFF s'est mobilisée. Donc, Eric a présenté tout à l'heure les notes d'information de l'AFF. Ces notes sont également accessibles seront également accessibles via le site de l'Institut international du froid. L'une d'entre elles, et Gérald l'a rappelé, est traduite en anglais. Il y aura d'autres notes qui pourront paraître prochainement. Comme nous avons une vocation mondiale en tant qu'Institut international du froid, nous avons aussi passé un contrat avec les Nations Unies pour diffuser une note spécifiquement pour les pays en développement et qui sera diffusée le plus largement possible, donc bientôt dans le monde entier, afin de donner les éléments principaux de pratique du froid, à une pratique soutenable, puisque évidemment c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement tient à ce que qu'on tienne compte évidemment des problèmes de l'environnement qui peuvent être générés par le froid, mais l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement est elle-même parfaitement consciente qu'on doit faire du développement durable et pas seulement de l'environnement pour l'environnement. Donc le froid, c'est du développement durable.
c'est un défi pour le 21e siècle, arriver à faire en sorte que le froid continue à se développer, et on en a besoin pour notre propre santé, tout en respectant l'environnement. Alors là-dessus, donc, il y a de nombreuses actions de l'IIF, l'Association du froid, de l'Association française du froid, et ces actions donc, sont en cours. Donc, vous avez pu en avoir un exemple à travers de la sous-commission vaccin de l'AFF, mais ils doivent se poursuivre, ils se poursuivront. Et je voudrais remercier l'État français de s'être mobilisé sur le sujet en liaison avec l'Association française du froid. Je dois dire que j'ai eu le plaisir aussi tout récemment de voir une lettre de mission donnée par le ministère de l'Agriculture, le ministère du Transport, pour faire en sorte qu'on s'occupe de la logistique pour l'alimentation, et que là-dedans, donc, dans les attendus de cette mission, il y a la logistique du froid. Donc, la logistique du froid, c'est important. Et maintenant, je suis content de voir qu'au niveau national, après le niveau international, on commence vraiment à se mobiliser là-dessus et à mettre en place des actions. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous sommes quasiment au terme de ce webinaire avec quelques minutes de retard, mais ce que je vais demander, c'est à tous les intervenants d'allumer vos caméras. Et puis, on va s'accorder quelques minutes pour répondre quand même à quelques questions. Alors, Nathalie nous posait la question, bonjour, quelle qualification est attendue pour la glace carbonique? Mais je crois que pour le coup, Frédéric avait en partie répondu à cette question, et puis Gérald l'avait complété pour le travail à des niveaux froids, mais peut-être que Gérald, tu veux rajouter un mot concernant cette question? Oui, alors la qualification de la neige carbonique en tant que telle n'est pas nécessaire vu que c'est un élément pur, donc avec des performances qui sont liées à sa nature de neige carbonique. Par contre, la qualification qu'a détaillé Gilles tout à l'heure sur les emballages, qu'a mentionné Fabien de Paoli dans sa présentation, la qualification de l'emballage, c'est la qualification de l'ensemble du système, c'est-à-dire à la fois l'isolation, mais aussi le dispositif de réfrigération, de calage, de la fermeture, et donc cela inclut la neige carbonique. Et donc c'est cette qualification d'ensemble qui inclut l'emballage isotherme au sens de protection thermique et l'ensemble de son système de réfrigération, y inclut la neige carbonique. C'est un peu plus compliqué qu'il n'y paraît parfois. On parle d'emballage, ça peut paraître simple, mais un emballage réfrigérant, on a essayé de l'évoquer à travers les différentes présentations, c'est un système complexe qui nécessite une conception adaptée aux besoins, Gilles Labranque l'a rappelé, et des essais qui sont et des qualifications suivant des normes. Le comité de normalisation sur la norme des emballages se réunit demain matin, qui permet de qualifier et de vérifier la conformité aux exigences du produit. Très bien. Tant que tu es en ligne, il y a une question sur le niveau sonore. En quoi le niveau sonore est trop élevé? Je vous rappelle, c'est les niveaux sonores dans les entrepôts frigorifiques sont des niveaux sonores qui sont générés, j'imagine, par les dispositifs à compression pour faire le froid. Alors bien sûr, on peut avoir des niveaux sonores plus élevés dans les installations frigorifiques du fait de la ventilation, du fait des échangeurs, etc. Un des effets de régler les vitesses le plus bas possible, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi de réduire le bruit. Et effectivement, il faut être attentif au niveau de bruit lorsqu'on travaille dans ces enceintes, parce que l'isolation thermique entraîne aussi parfois une isolation phonique et crée dans les chambres froides et les enceintes climatiques, du fait à la fois du revêtement qui est très souvent métallique dans un certain nombre d'enceintes, de cette étanchéité de l'enceinte climatique, entraîne une réverbération du bruit, et donc on peut avoir des ambiances très désagréables en termes de travail, fatigantes et avec un impact sur la santé. Donc il faut effectivement veiller à réduire les émissions de bruit, mais aussi réduire la réverbération du bruit dans
dans l'organisation des enceintes climatiques, y compris dans le rangement des produits à l'intérieur. Une enceinte climatique vide va être beaucoup plus bruyante qu'une enceinte climatique dans laquelle il y aura des cartons qui vont absorber une partie du bruit. Et ça fait partie effectivement des choses à prendre en compte. Alors, dans le chat, il y a des remarques qui sont des contributions fort intéressantes. En termes de questions, j'ai une question qui est plutôt pour Gilles, je pense. Ah. Parce qu'on parle des panneaux VIP. Oui. Comment contrôler qu'il n'a pas été endommagé durant le transport VIP? Endommagé égale performance isotherme dégradée. Comment on vérifie? Bien, en général, il devient flasque, presque. Voilà. Faut pas oublier que c'est un, oui, c'est un panneau sous vide, donc je dirais une piqûre et voilà. On le verra aussi à la température, mais le panneau, c'est assez visible à voir. Alors, il y a maintenant différents types de panneaux dans la technologie. Il y en a des panneaux qui ont avec des protections polyuréthane dessus intégrées, donc on verra le choc, et c'est surtout la température. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, enfin de préciser plutôt sur les qualifications et les basses températures, nous avons dans notre métier ce qu'on appelle le moteur thermique. Donc, le moteur thermique, c'est la différence entre la consigne, donc quand c'est 2,8, eh bien c'est le 5 degrés avec l'atmosphère extérieure. Si la moyenne pendant le transport est considérée à 30 degrés, eh bien on a un moteur de 25 degrés. Donc voilà. Si on est à moins 20, ben, on monte à 45, et si on est à moins 70, on monte à 95-100 degrés. Donc ceci explique la différence de taille des emballages. Tout simplement, je parle de la taille extérieure des emballages, tout simplement due aux contraintes qui vont s'abattre sur lui. Voilà. Donc, concernant le VIP, il est exact que c'est un produit délicat à manier. Oui. Merci beaucoup. Alors, on est délibérément, enfin pas délibérément, résolument en retard de quelques minutes. Cependant, bon, il y a deux questions qui me semblent intéressantes. La question de Sabine concernant la note de qualification des enceintes +2, +8. C'est peut-être une question pour Gérald pour le coup, parce que l'AFF a contribué à certains documents qui sont disponibles donc pour la qualification des enceintes des pharmaciens d'officine et des médecins libéraux pour le +2, +8. Gérald, oui, peut-être que tu peux… Oui, pour le +2, +8, c'est un sujet sur lequel nous avons beaucoup travaillé dans le passé. On n'a pas élaboré à ce jour de notes sur le sujet, mais c'est aussi l'objectif de ce séminaire en ligne, c'est de recueillir vos besoins et de les traiter au sein du groupe de travail de l'AFF. Nous avons toute la matière pour le faire, et donc eh bien, je pense que nous prenons la commande. Et nous allons traiter ce sujet-là. Nous nous réunissons une fois par semaine, et je remercie tous les membres du groupe de travail Covid-19, tous ceux qui y participent et y contribuent. C'est un vrai travail d'équipe entre professionnels de la santé, professionnels du froid, professionnels du terrain, du ministère, des ARS, des labos et fabricants, utilisateurs, etc. Et donc, je pense que c'est cette diversité qui fait la richesse du groupe de travail. Et donc, nous prenons la commande pour cette note et vous proposons de publier cela dans les prochains jours. Très bien. Alors, pour qu'on puisse assurer la fidélité des participants à ce webinaire, à nos futurs travaux, on ne va pas répondre à toutes les questions, même s'il y en a une très intéressante sur le fluide frigorigène utilisé dans les super congélateurs à moins 80, qui est pas sans conséquence sur l'environnement, je pense, mais on ne va pas y répondre. On va faire cette fac pour que vous puissiez avoir le plaisir de continuer l'histoire. Je vous remercie infiniment pour les questions posées. Je remercie évidemment les intervenants pour la qualité de leur présentation. Excusez-nous pour le léger retard. Vous retrouverez le replay de ce webinaire sur le site de l'AFF, et puis on vous enverra peut-être un petit mailing pour vous donner toutes ces informations-là dans les jours qui viennent. Alors, s'il y avait des vocations à rejoindre l'AFF, donc l'AFF, comme l'a dit Gérald en
préambule, est une association donc d'utilité publique pour lequel on peut adhérer. Donc, vous pouvez contribuer à la fois à la commission Froid Santé et à la fois à la sous-commission sur le Covid-19, mais aussi à d'autres commissions. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre, puisque je sais que parmi les participants, il y a de nombreuses personnes qui ne sont pas membres. Voilà, c'était ma petite minute de promotion de l'association. Je vous remercie infiniment. Merci à tous et à très bientôt.